aussi, il y a des problèmes sur l'accès aux plages. Les plages sont-elles privées, sont-elles désormais accès réglementé? La question s'est posée. D'ailleurs, le Conseil général aussi a eu ce problème avec la petite crique qui se trouve au bas du fort, à quelques encablures, on peut dire, de la résidence départementale. Et d'ailleurs, Madame Josette Bourrel-Nassertin a pris l'initiative la semaine dernière de casser le muret. C'est pas le mur de Berlin, mais c'est un muret qui était nécessaire, qui empêchait l'accès à la mer. Donc, je vous ai vu venir parce que les problèmes se posent bien sûr et on va commencer par Sainte-Anne, puisqu'à Sainte-Anne, Christian Baptiste, il y a eu aussi quelques soucis et vous êtes même allé sur place. Tout à fait. Nous, la problématique, elle était déjà soulevée depuis un certain temps. Premièrement, j'ai eu l'occasion de recevoir M. Élie Demota, oui, le leader du LKP, avec un riverain sur la partie est qui rencontrait des difficultés. Dans un premier temps. Ensuite, deuxièmement, on a fait aussi une deuxième rencontre. Et là, j'ai dit, bon, d'ailleurs, la démarche était très bonne en disant, bon, monsieur le maire, oui, il y a des entraves sur le littoral et vous avez une autorité, donc nous vous demandons de faire respecter purement et simplement la loi. Oui. Donc pour moi, c'est pas une affaire de Guadeloupéen, de pas Guadeloupéen, c'est la loi. Oui. Et d'ailleurs, il faut que, quelle que soit la personne, on doit respecter la loi. Et l'accès au littoral. Et à cet effet, pendant 4 mois, en tout cas, ma police municipale a mené une enquête, oui, et a répertorié à peu près 27 personnes qui sont propriétaires, hein, y compris des Guadeloupéens aussi, qui sont propriétaires, d'une part, et à peu près une dizaine de propriétaires qui entravaient l'accès au littoral et pour lesquels nous avons adressé une mise en demeure, purement et simplement. Et d'ailleurs, la photo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, une fois effectivement que moi j'avais réagi tout de suite parce que le rapport, il était déjà là, donc que j'ai réagi dessus, une fois que j'ai sur ce rapport, et donc tout de suite les propriétaires ont enlevé la demi-lune en fer grillagé, qui était dangereux d'ailleurs. Mais qui l'avait apposé au départ? C'est la résidence. C'est la résidence, c'est-à-dire c'est la copropriété d'ailleurs, parce qu'en fait c'est une résidence où il y a différentes personnes qui habitent, Guadeloupéens ou pas Guadeloupéens, d'une part, mais d'autre part, il y a donc une société qui s'occupe de la copropriété. Oui. Et effectivement, ils n'ont pas obtempéré, parce qu'avant que la police puisse faire son rapport, et avant que je puisse envoyer les mises en demeure, évidemment, les policiers ont demandé effectivement d'enlever ce panneau et d'enlever cette grille. Ils n'ont pas obtempéré. Et donc, et d'ailleurs, je crois même qu'on a répondu à la police municipale qu'il le laisse et qu'il l'assume. Mais c'est la copropriété qui avait répondu à cela, d'après les informations que j'ai. En tout état de cause, et pour moi, il n'y a pas de sujet. Hein. C'est la loi, il faut respecter la loi purement et simplement. Alors, je vous l'ai dit, Camille Pélage, qui est président de l'agence des 50 pages géométriques, nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec Madame Marie-Aurore Adouvert, qui est conservatoire du littoral. Alors, moi, je me tourne vers vous d'abord avant de m'adresser à conservatoire du littoral. Aujourd'hui, les 50 pages, ce qu'on appelait autrefois les 50 pages du roi, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque coloniale, est-ce qu'il y a une législation particulière qui n'est pas respectée ou est-ce qu'on a tendance à occuper un espace qui n'appartient à personne ou est-ce qu'il est réglementé? Comment ça se passe? Bon, c'est un espace réglementé. Oui. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, vous vous tournez d'abord vers moi, mais il faut d'abord vous tourner elle aura la parole vers le conservatoire du littoral, parce que c'est là toute la confusion. C'est vrai que c'est une notion ancienne, c'est une notion de Moyen-Âge qui existe toujours et qui a connu, en fait, des sorts multiples. Et c'est là que toute la difficulté pour le citoyen. Et même dans ce qu'on appelle aujourd'hui 50 pages géométriques, et même le nom de l'agence des 50 pages géométriques crée confusion. Pourquoi? Parce que l'agence des 50 pages géométriques ne s'occupe pas de tous les 50 pages géométriques. D'accord. C'est déjà une première confusion. Donc je vous passe les différents textes de loi qui ont pu changer, puisque la bande des 50 pages géométriques qui effectivement entoure la Guadeloupe a d'abord été donc non cessible, non prescriptible, ensuite cessible à partir de 1955. Oui. Ça a été donc il y a pas mal de gens qui ont acheté, qui sont légitimement propriétaires. Oui. Et ça, parce qu'on disait autrefois qu'on ne pouvait pas habiter ni acheter sur les 50 pages. C'est un abus de langage, oui, parce que depuis 1955 jusqu'à 1986, la première loi dite la loi littorale, oui, ça a été vendu.
Et c'est l'État qui s'est rendu compte à un moment qu'il y avait trop de pression, trop de spéculation sur cette bande et commençait à avoir aussi des dangers, a dit, bon, ben, on va stopper la vente. Mais tous ceux qui ont acheté antérieurement, ils sont propriétaires. Oui. Y compris de la plage, de l'espace. Justement, mais je viens sur, parce que dans les 50 pages géométriques, il y a des législations différentes. Et c'est pour ça que ça crée aussi confusion. Mais déjà, quand on parle de 50 pages géométriques, on parle des fois de zones qui ont été légalement vendues, donc où les gens sont pleinement propriétaires. Et ça, il faut le dire. Et on ne peut rien faire là. Mais ils sont propriétaires. Le droit de propriété, c'est un droit constitutionnel. Oui. Donc ça, on ne peut pas revenir dessus. Ensuite, dans cette bande de 50 pages géométriques, et je rappelle simplement aux Guadeloupéens que l'agence même des 50 pages géométriques a été créée pour régulariser la situation de nombreux Guadeloupéens qui sont occupants souvent sans titre. Et donc non pas pour réprimer. Et pas pour réprimer. Mais ça aussi, je reviendrai aussi, parce qu'il faut bien comprendre le rôle de l'agence. L'agence n'est pas propriétaire des 50 pages géométriques. L'agence est un organisme, en fait, qui en fait fait de l'instruction et qui est consulté par le préfet. L'État, sur la bande qui n'a pas été vendue, cette bande a été réintroduite dans le domaine public de l'État à partir de 1986. L'agence, en fait, ne fait que donner des conseils techniques, donc fait une instruction de certains dossiers de régularisation dans ce qu'on va maintenant, il faut se référer au plus, donc au maire, dans ces fameuses zones urbanisées où il y a effectivement des gens qui sont occupants sans titre, sans droit. Certains ont construit avant 1995, donc avant la création de l'agence, qui date de 1996. Ces personnes-là peuvent légitimement prétendre acheter la parcelle de leur maison d'habitation et leur maison principale. Donc c'est une régularisation, ça, à ce moment-là. Oui, on va régulariser. L'agence n'est là, en fait, que pour régulariser la situation de personnes qui ont occupé avant 1995, qui n'ont jamais, en fait, qui ont occupé de bonne foi, dit la loi, qui ont occupé de bonne foi. Donc, personne ne les a empêchés de construire. Ils ont construit. Souvent même, il y a certains maires qui disaient, vous pouvez construire là ou pas construire là. Donc, ces personnes-là ont construit. Et je rappelle qu'avec le problème de la canne, etc., en Guadeloupe, pas mal de gens ont occupé les campagnes et pour occuper la ville. Donc, on retrouve pas mal de zones comme ça d'habitation à proximité des villes. Et donc, certaines personnes sont régularisées, donc deviennent propriétaires. Donc, deviennent propriétaires. Mais bon, je vous passe tous ces détails-là. Mais en réalité, ce dont on parle quand on parle, et ce qui crée polémique aujourd'hui, c'est l'accès au littoral. C'est l'utilisation de la plage. Et là, c'est Madame Adouvert avec qui on va s'entretenir. Justement, le Conservatoire du littoral, quelle est sa fonction première? Alors, je voudrais juste d'abord rajouter une petite définition qu'on n'a pas faite. C'est quoi les 50 pages géométriques et pourquoi? À quoi ça sert au départ? Il faut savoir que les 50 pages géométriques sont anciens, puisqu'effectivement, ils datent du XVIIe siècle. À l'origine, c'est les 81 mètres des 50 pas du roi. Et l'objectif, il était au moins pour 3 raisons. Raison militaire, ça permettait effectivement à l'époque de pouvoir installer le matériel militaire défensif. Le second, c'était aussi laisser une partie libre d'arbres, de végétation pour pouvoir servir justement ensuite pour réaliser tout ce qui était l'arsenal en bateau. Et troisième, c'était l'accès libre à la plage pour des raisons économiques. On y installait effectivement de l'artisanat, mais également laisser libre aussi le champ à cet espace. Donc ça, c'était juste une petite précision qui me semble importante. Alors, je rappelle également, le Conservatoire du littoral, c'est un établissement public de l'État, pour lequel, donc, en 2010, les 50 pas géométriques qui ont été, divisés en trois étapes, 3 niveaux. La partie urbaine qui est effectivement gérée par l'agence des 50 pas géométriques, qui est la zone U, enfin des plus, pour faire vite et simple. La partie urbanisation diffuse, plutôt de la zone UD, également à l'agence des 50 pas géométriques. Et le conservatoire est affectataire du reste, c'est-à-dire des espaces naturels des 50 pas géométriques. Donc sur ces espaces naturels, il est clair qu'il n'y a pas... c'est un espace qui est imprescriptible et inaliénable, c'est-à-dire qu'effectivement, nul ne peut construire sur ces espaces. C'est clair. Et les constructions, de toute façon, il n'y a pas de transmission possible de ces terrains.
Donc en termes, pour être... Mais est-ce que c'est contradictoire avec ce que disait M. Pilage? Pas du tout. Non. Pas du tout. Nous on est vraiment sur ces espaces naturels. C'est un espace naturel. Alors, après, la stratégie du conservateur sur ces espaces, il est justement une ouverture au public. Il doit permettre, donc c'est je dirais une ouverture pour permettre à tout public de profiter de ces espaces. Oui. Et donc avec une gestion concertée, partenariale des collectivités, puisqu'en fait, nous, conservateurs du littoral, nous ne sommes pas gestionnaires. Nous privilégions les collectivités qui le souhaitent, donc les communes, par exemple Sainte-Anne, effectivement, nous avons une convention de gestion avec la commune de Sainte-Anne et actuellement, nous élaborons donc en partenariat un plan de gestion. Ce plan de gestion, quel est-il? Ce plan de gestion permet donc de réaliser un diagnostic actuel en termes de biodiversité, d'écologie, mais également d'usage. Oui. Comment se passent effectivement tous les usages sur ces espaces, avec un objectif derrière de programmer des actions dans le temps, financées par les partenaires identifiés préalablement dans le cadre de ce plan de gestion. Donc voilà. Donc on est vraiment sur de l'aménagement pour le plus grand public. Alors on va revenir avec le petit reportage qui a eu lieu, qui s'est déroulé dimanche, c'était il y a une quinzaine de jours, sur la place de l'Anse-des-Rochers, puisque c'est de là, tout est parti. Je ne vais pas dire que le scandale arrive là, mais enfin, ça a été l'élément détonateur. On va revoir ce petit reportage. Donc voilà donc cette problématique de l'Anse-des-Rochers. Alors je vais d'abord poser la question à Camille. Alors on a vu qu'il y a une bande de 3 mètres qui appartient à l'État, ce qui a été écrit. Alors est-ce que ce qui est dit dans ce petit reportage est véridique de votre point de vue par rapport à la situation? C'est une servitude de passage. C'est une servitude. Le terrain peut continuer à appartenir aux propriétaires. Oui. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion dans ça. Et c'est un sujet très sensible. Je ne sais pas si on aura tout le temps parce que c'est un sujet complexe. Oui. Mais vous avez donc des gens qui sont propriétaires légalement sur la bande des 50 pas géométriques. Oui. Maintenant, tout en étant propriétaires, ils ne peuvent pas, et encore, quand je dis ils ne peuvent pas, il y a encore des conditions limitatives, mais je vais revenir dessus. Mais le principe veut qu'on ne peut pas empêcher donc que quelqu'un traverse sur son terrain. Oui. Et cette servitude de passage, qui est là, cette bande de 3 mètres entre le niveau le plus haut de la mer et l'intérieur des terres, donc c'est juste une bande de 3 mètres, c'est ce qu'on appelle une servitude de passage. Vous avez des servitudes le long du littoral, mais vous avez aussi des servitudes qui vous permettent de traverser. Mais ces servitudes font l'objet d'un arrêté préfectoral. Et vous ne pouvez pas, un quidam ne peut pas traverser la propriété de quelqu'un si cette servitude n'a pas fait l'objet d'un arrêté préfectoral et qui détermine clairement là où vous pouvez passer. Oui.
C'est pas le citoyen lambda qui va dire je traverse parce que voilà, ça m'arrange de traverser là. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc ça, c'est défini par un arrêté préfectoral. Et dans le cadre de l'Anse du Rocher, il y a un arrêté préfectoral qui a déterminé que l'on peut passer, le chemin est fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Et c'est là qu'on peut passer, c'est là qu'on ne peut pas donc bloquer la route. Et c'était le cas du côté du fort... du fort Fleur d'Épée, oui, où il y a une servitude de passage, effectivement, qui avait été bloquée, ça a été débloqué, mais la servitude, donc, dit c'est là qu'on passe et c'est là qu'on peut accéder à la plage. Vous ne pouvez pas, par exemple, traverser la résidence départementale en disant qu'il y a une servitude de passage. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Donc, ce sont des choses qui sont clairement arrêtées par arrêté préfectoral et c'est là que ça permet... Parce que Christian Baptiste disait tout à l'heure qu'à Sainte-Anne, il y avait des endroits où c'était véritablement clôturé sur votre commune. Il y a quelques endroits où c'était... alors, clôturé, non. Pas clôturé, non, mais il y avait quand même une entrave, je dirais, une certaine entrave au passage. Ça veut dire que l'arrêté préfectoral n'était pas respecté ou il n'y avait pas encore eu l'arrêté? Non, c'est la servitude. La loi dit il y a une servitude, effectivement, de 3 mètres qu'il faut respecter. Ça, c'est le long. Ça, c'est le long. Oui. Bon, et effectivement, et vous avez aussi des servitudes pour accéder. Je prends un exemple très simple. L'hôtel Pierre et Vacances. Oui, justement. L'hôtel Pierre et Vacances. Vous avez effectivement le long, évidemment, la servitude de 3 mètres, mais vous avez une servitude de passage qui permet de passer à l'entrée de l'hôtel pour accéder à la plage. À la plage. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez à l'entrée de l'hôtel, vous avez une servitude de passage pour accéder. C'est-à-dire, en aucune façon, ce passage ne peut être bloqué et fermé. Oui. Mais c'est pas forcément, je veux dire, vous ne traversez pas forcément l'hôtel, vous traversez à côté. Mais il faut bien, les cheminements sont clairement arrêtés. Oui. Mais même sur ça, il faut faire attention. Même sur ça, il faut faire très attention. Quand c'est une propriété privée, traverser, c'est pas rester. Oui. Oui. Traverser, c'est pas faire de l'activité. Oui. C'est l'axe. Vous avez donc le long du littoral, donc cette bande de 3 mètres qui vous permet de traverser. Oui. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez demeurer là, pique-niquer là, etc. Puisque ça reste une propriété privée. Oui, mais vous avez accès à la mer. Attendez. Oui. Accéder à la mer, en plus il faut distinguer la plage. Donc c'est très complexe. Il faut distinguer la plage est publique, et accès libre et gratuite. Depuis un arrêté d'ailleurs de Conseil d'État de 1858 ou 52, je ne me rappelle même plus. Donc ça, personne ne remet en cause. Prenez le carénage, parce qu'il faut sortir le carénage. Vous ne traversez pas toutes les maisons des gens quand vous voulez aller sur le littoral. Vous n'avez pas le droit. Pourtant, les gens ont clôturé leur venture, etc. Ils sont propriétaires pour certains. Et des fois, même certains sont occupants sans titre, mais ils sont là. Donc, je veux dire qu'il faut bien se rendre compte que c'est une notion complexe. On ne peut pas s'inventer comme ça ou s'immiscer comme ça dans la gestion de cette affaire-là. Il y a eu un problème réel. Les servitudes de passage, et je pense que c'est l'occasion qui nous est donnée de dire qu'il faut clarifier tout ça. Il faut que ces servitudes de passage soient clairement déterminées avec des panneaux qui permettent aux citoyens de savoir que là, ils peuvent traverser. Par contre, là où le problème s'est déclenché, et ce qui est vrai, il n'y a pas de plage privée. Il allait justement poser la question, est-ce que la notion de plage privée existe, oui ou non? Non. Même pour les hôtels? Il n'y a pas de plage privée. Même pour les hôtels. Il n'y a pas de plage privée. Il n'y a pas de plage privée. Parce que ça, les gens ne le savent pas. Il y a encore au moins l'interdiction à la baignade. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez la possibilité de vous baigner. Mais ça, c'est une information que beaucoup de Guadeloupéens... Avant de on va poser la question, de vous poser la question, est-ce qu'un Guadeloupéen peut se présenter dans un hôtel et se baigner normalement sans autorisation? Vous pouvez vous baigner, mais vous n'allez pas utiliser les équipements de l'hôtel. Oui, bien sûr. Ni les fauteuils, ni etc. D'accord. Mais on a accès à la mer. L'accès à la mer. L'accès à la plage, et je pense qu'on veut dire l'accès à toutes les plages sont libres et gratuites. Mais comme je dis... Madame, ah oui, absolument. Oui, tout à fait. Comme, alors, il y a effectivement, donc, vous avez des personnes qui sont propriétaires, et vous avez aussi des personnes, en général, ce sont des personnes morales, comme les autres, qui ont une AOT, une autorisation d'occupation temporaire. Et c'est ce qui justifie bien que les parties du domaine public qui ont une autorisation d'occupation temporaire, il y a une redevance qui est versée, soit à l'État ou à la commune en cas de convention de gestion, c'est notre cas par exemple, que ce soit l'hôtel du Club Med ou l'hôtel Pierre et Vacances qui verse la redevance de l'AOT à la ville parce que nous avons une convention de gestion. Évidemment, mais qui se trouve
derrière les 3 mètres, c'est-à-dire la servitude de passage, derrière. Derrière les 3 mètres, et qui ont effectivement du matériel. Donc effectivement, on ne peut pas utiliser le matériel effectivement de l'hôtel, mais parce qu'ils ont une AOT. Oui. Ils ont une occupation. C'est comme si effectivement, comme le collègue Pélage disait... Parce que dans le cas de Lance des Rochers, l'accès était complètement bloqué. C'est ça? Non. Alors, en plus, je vous dis une chose. Oui. Non, d'ailleurs, la personne qui parle, regardez bien, elle dit que je suis passé par le sentier littoral. Oui. Donc ce sentier, cette servitude de passage existait. Par contre, M. Baptiste vient de dire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Dans le cas de Lance du Rocher, quand vous regardez le parcellaire privé, il arrive quasiment jusqu'à l'eau. Oui. Donc, mais je ne sais pas comment ça a été vendu, mais cette servitude de toute façon existe. Même si votre propriété arrive jusqu'à l'eau, vous avez l'obligation de laisser circuler, et de toute façon, la plage ne peut pas être privée. Oui. Donc ça doit être revu s'il le faut. Par contre, c'est important ce que vient de dire M. Baptiste par rapport aux AOT. L'État, en tout cas le propriétaire, le gestionnaire, peut donner une AOT à un occupant à titre commercial. C'est-à-dire que ce qui fait que une partie de la bande sableuse, je ne veux pas de la plage, mais de la bande sableuse, peut être occupée à titre privé. Oui. L'essentiel, c'est de laisser toujours cette bande de passage qui fait que les gens peuvent traverser. C'est aussi régi par des règles. Toute la plage ne peut pas être privée, privative, mais une partie, pour des raisons économiques, souvent parce qu'il y a des gens qui utilisent, qui ont un hôtel ou un restaurant ou des choses comme ça, certains marins pêcheurs ont des AOT sur certains nombres de plages, etc. Et les AOT, c'est à titre temporaire. C'est extrêmement réglementé, mais ça n'empêche jamais le passage. On s'arrête là pour 2 minutes, le temps de prendre la première pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce débat, puisqu'il y a encore des questions à poser sur cette affaire. Je rappelle que nous sommes en direct aussi de la radio, de Radio Haute Tension, de C10 FM et aussi de Facebook, où vous pouvez laisser vos impressions. De toute façon, on les recueillera et seront répercutées. À tout à l'heure. Rendez-vous au Garage Arc-en-Ciel. Nous réparons tout type de véhicules et travaillons avec toutes les assurances. Mais pas seulement. Bénéficiez de notre service de location et de gardiennage de véhicules. Le Garage Arc-en-Ciel est ouvert du lundi au vendredi, 8h midi et de 14h à 17h, avec une permanence le samedi de 8h à midi. Contactez-nous au 05 90 82 36 05. Sylviane et Kovinaï, Kabaï Blague. Oui, Sylviane oublié mettre ton couche qui l'autre finéa. Ah, si seulement il fait ça, il n'est pas t'éprouille. Pour tout problème à incontinence à grand monde, c'est Finéa. Finéa discret. C'est yo qui moins cher. Finéa ni aussi une grande capacité d'absorption. Ou carité au sec, et ok peut profiter de la vie et des amis à pour tout le monde. Finéa disponible à Capresta Santé Caraïbe. Rond-point Hibiscus Zabim.
Hola amigos! Le plus grand cirque mexicain du monde, le cirque des frères Suarez, revient en Guadeloupe après 13 ans d'absence. Venez nous voir à partir du 19 avril au parking du Vélodrome de Bémao. Séance lundi, mardi, jeudi et vendredi, un spectacle à 19h30. Mercredi, samedi et jour férié, 2 spectacles à 17h et 20h. Et le dimanche, 3 spectacles à 14h, 17h et 20h. Billets en vente sur le site web billetweb.fr et tous les jours à partir de 10h du matin à la billetterie du cirque. A la nos vemos! Le déménagement en Guadeloupe porte un nom, AGV Déménagement. Spécialisé auprès des particuliers, militaires, gendarmes et administration. Notre engagement, le sérieux, le suivi et la rapidité d'exécution. AGV Déménagement, c'est le transport de véhicules, le garde-meuble sécurisé, la manutention de piano et coffre-fort. Mais c'est aussi Sabox pour la région parisienne de 80 kg pour seulement 115 €. AGV Déménagement, c'est aussi votre déménageur depuis la métropole vers les Antilles. Notre savoir-faire est à votre service. AGV Déménagement, des femmes de confiance qui vous suivront pas à pas. Devis gratuit au 0590 10 9944. Petit Pérou aux Abîmes, première à droite après Diamant Distribution. Ma femme a repéré de magnifiques poteries à Jardiland. Elle aura besoin de mon aide pour les mettre dans la voiture. Ah non, j'avais oublié. Jardiland propose un nouveau service situé au fond du magasin. Elle est principalement réservée aux achats gros volume pour les articles lourds et encombrants. Tu sélectionnes tes produits en magasin avec les conseillers vendeurs. Tu te diriges à la caisse spéciale gros volume et les vendeurs assurent le chargement directement dans ta voiture. Rapide, efficace et personnalisé. Jardiland, centre commercial Jardi Village, rond-point de convenance Bémao. Ouvert le dimanche matin et profitez de nos promos. Vous êtes touché par un deuil ? Les pompes funèbres régionales BD des Branches mettent à votre disposition leur savoir-faire, leur professionnalisme dans le respect des traditions et de la modernité. Des salons funéraires raffinés aux véhicules prestigieux, notre tarification étudiée vous permettront de rendre hommage sereinement à ceux qui partent. Les pompes funèbres régionales BD des Branches, Vieux-Bourg-Abîme, téléphone 0590 91 66 84. Les pompes funèbres régionales, une autre conception du funéraire. Couleur Fleurie colore votre vie et celle de vos proches. Pour tout événement, mariage, cadeau, deuil, remerciement, naissance, amour, Couleur Fleurie vous accompagne dans les moments forts de la vie avec nos compositions florales colorées. Notre expérience et nos conseils vous aideront à bien choisir pour chaque occasion. Couleur Fleurie, Léo de Welbourg à Jarry. Téléphone 0590 557 657. Un projet d'aménagement intérieur? Contactez Artego Cuisine. Avec une gamme entièrement fabriquée en Allemagne, Artego Cuisine, c'est une équipe dynamique de concepteurs-décorateurs à votre écoute. Unique en Guadeloupe, projetez-vous facilement dans votre intérieur Artego Cuisine à l'aide de la réalité virtuelle. N'attendez plus, pour un rendez-vous, appelez dès maintenant le 0590 955 289 ou visitez notre page Facebook. Socrédit vous accompagne dans tous vos projets, professionnels et particuliers. Avec Socrédit, vous bénéficiez de conseils personnalisés, de taux les plus bas du marché, de réduction jusqu'à 60% de vos échéances. Socrédit, partenaire incontournable pour vos crédits immobiliers, crédit relais, prêt professionnel instantané, crédit consommation, rachat de crédit et assurance emprunteur. Souplesse, rapidité, efficacité, Socrédit, la solution à tous vos besoins. Téléphone 0690 432 325 ou anti@socredit.fr. Socrédit, Financing People. Miroir, oh mon miroir! Dis-moi si tu manges bio, je te dirai si tu vas bien. Mon alimentation biologique? Oui, chez Diète Vert. Mes fruits et légumes bio? Oui, chez Diète Vert. Ma cosmétique bio? Oui, chez Diète Vert. Ma teinture pour cheveux? Oui, chez Diète Vert. Mes compléments alimentaires? Oui, chez Diète Vert. Quoi de mieux pour tenir la forme? Diète Vert? Oui les amis, depuis 1999, Diète Vert c'est la caverne du bio. Immeuble Futura sur la voie verte à Jarry entre le laboratoire et le Valois Service. Notre fixe 0590 327 927. En mai, venez découvrir les prix d'amour pour les mamans chez Cash à Faire. Venez combler votre maman de la tête aux pieds, sans oublier sa maison. Rideaux, tapis, lampes, petits meubles, vases, tout pour la salle de bain, la cuisine et l'électroménager de marque à prix JTM. Pour la fête des mères, les prix d'amour sont chez Cash à Faire. Cash à Faire, les bonnes affaires. Cash à Faire, les bonnes affaires. Voilà, il est 13h33, nous sommes toujours dans ce débat sur les questions du littoral et des plages, des accès aux plages, avec Christian Baptiste qui est maire de Sainte-Anne, Marie-Aurore Androyer qui est
conservatoire du littoral, et Camille Pillage, qui est président de l'agence des 50 pas géométriques. Déjà, un auditeur a posé la question de savoir comment on calcule les 3 mètres. Le niveau le plus haut, donc à marée haute en fait. À marée haute. À marée haute, 3 mètres. D'accord. En fait, c'est d'ailleurs, on dit 3 mètres, mais c'est compliqué, c'est entre 3 mètres et 5 mètres. Oui, voilà. Ah, c'est entre 3 et 5 mètres. Donc, ça c'est au minimum 3 mètres. C'est au minimum 3 mètres. Mais, en fait, mais ça peut aller jusqu'à 5 mètres. Ça peut aller jusqu'à 5 mètres. Alors, deuxième question qui concerne l'agence des 50 pas et peut-être le conservatoire. Il y a eu, c'est quoi, à Sainte-Anne aussi, des restaurants qui ont été détruits et des maisons qui ont été détruites à Petit-Bourg sur ce littoral ou sous les 50 mètres. Alors, qui avait tort, qui avait raison? Je crois dans l'affaire de Petit-Bourg, le propriétaire disait occuper ce terrain depuis plusieurs années et avait eu l'accord d'un maire précédent. Et finalement, le maire suivant a décidé de laisser le conservatoire raser ce restaurant à Petit-Bourg. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors effectivement, dans le cadre de la politique du Conservatoire du littoral, l'objectif depuis un certain nombre d'années, c'est la reconquête des espaces naturels affectés au conservatoire. Et donc dans ce cadre-là, et comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où aucune occupation n'est légale, enfin, aucune occupation ne doit être constatée sur ces espaces naturels, on mène effectivement actuellement donc, des démolitions. Vous parlez effectivement de Petit-Bourg, ça a été le cas. Voilà, donc l'objectif étant de reconquérir ces espaces naturels, de libérer de ces occupations qui, de toute façon, ne doivent pas... Et ça va jusqu'à la destruction de l'existant? Tout à fait, absolument. On va jusqu'à la démolition, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Tout ça pour, effectivement, reconquérir ces espaces, retrouver un aménagement, encore une fois, permettant de l'accès à la mer et permettant à l'ensemble des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes de pouvoir profiter de ces plages. Alors, ce que disait M. Pillage tout à l'heure à propos de l'occupation antérieure à la loi, etc., ça ne s'est pas lu de... Pas sur les espaces naturels, sur la partie espace naturel. C'est pour ça qu'il faut... C'est important. Oui. C'est des législations complètement différentes. Oui. Moi, je suis une zone urbanisée dans le plus, c'est-à-dire quand vous prenez le plan local d'urbanisme, l'agence des 50 pas géométriques ne va travailler que sur ce qui peut être construit. Oui. C'est-à-dire la zone où le plus, où voilà, mais pas sur les zones... le conservatoire du littoral est dans une zone où vous ne pouvez pas. C'est pas possible que vous soyez là pour des questions d'intérêt environnemental, etc. Biodiversité, enjeux écologiques. Il faut quand même rappeler que ce sont des espaces qui ont un intérêt important pour la population, pour le territoire. Pour la planète. Pour la planète. C'est des zones tampons. La biodiversité, c'est ça. Voilà, c'est des zones tampons qui permettent effectivement de maintenir ces espaces donc entre la mer et la terre. Donc actuellement, on le voit, on a quand même des phénomènes d'érosion importants. Et donc, ce sont des secteurs qui sont extrêmement importants pour pouvoir justement sécuriser les populations. On est aussi sur des espaces à enjeux écologiques. On est sur des espaces avec de la biodiversité, sur des espaces forestiers qu'il faut absolument maintenir pour compléter un équilibre du territoire de façon générale. Ça signifie qu'il y a encore d'autres destructions programmées? Il y a encore des occupations constatées sur le territoire, sur les espaces naturels. Quand le propriétaire dit qu'il a un titre de propriété défini ou accordé par un maire, ça n'a aucun sens? C'est pas que ça n'a aucun sens. Il faut... Au niveau du conservatoire, nous on mène une politique qui n'est pas une politique de destruction immédiate, on est bien d'accord. Il faut que l'occupant vienne nous prouver avec ses actes de propriété. Et là, on va commencer à regarder, à analyser juridiquement si ces actes sont des actes légaux. Et voilà, après, on mène, je dirais, progressivement la démarche. On n'est pas dans une politique de destruction immédiate, on est bien d'accord, on est sur cette démarche progressive. Mais à l'occupant, encore une fois, de venir prouver avec ses actes de propriété qu'il est propriétaire. Christian Baptiste, la question se pose à Sainte-Anne encore, pour certains lieux. Il y a un cas, il y a une décision de justice d'ailleurs, où le préfet, le sous-préfet en l'occurrence, avant que je sois maire d'ailleurs, m'a posé la question où j'avoue que j'ai donné un avis défavorable pour la destruction, parce que bon, c'est un restaurant qui existe déjà depuis quelque temps, et donc, donc nous aurons encore à échanger, à discuter là-dessus.
Mais l'endroit, c'est un endroit vraiment protégé, comme dit madame Non, c'est déjà urbanisé, en fait. C'est un endroit qui est déjà... urbanisé. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qui est déjà urbanisé, mais n'empêche qu'il est sur le domaine public de l'État. De l'État. Alors, il y a ça aussi le problème. Oui. Le problème, il y a tout ça, c'est lorsque vous êtes sur le domaine public de l'État et que vous n'avez pas d'autorisation, parce qu'il y a aussi des problèmes d'autorisation. On peut vous faire aussi démolir parce que vous n'avez pas d'autorisation du propriétaire. Oui. Et donc là aussi, c'est comme si quelqu'un vient construire sur votre terrain, vous êtes propriétaire, donc automatiquement vous engagez une action de justice et la justice va vous donner raison. Oui. Mais il n'y a pas de cas vraiment aussi... on n'a pas de cas particulier là-dessus. On va revenir sur le reportage de Sainte-Anne qu'on avait diffusé il y a quelques jours et on voit justement l'action du mur. Tout de suite. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de photos, notamment un panneau marqué propriété privée, une grille, une demi-lune qui empêche l'accès au littoral, qui a fait le buzz sur la toile, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je tiens à signaler que nous, premièrement, nous sommes très préoccupés par la problématique de l'érosion du littoral, et fort de cette érosion du littoral, il y a de plus en plus de difficultés pour accéder sur le littoral. Et nous avions déjà j'avais déjà diligenté la police municipale depuis plus de 4 mois pour mener une enquête et qui m'a remis un rapport le 22 mars, donc bien avant, et qu'il y ait cette médiatisation, en tout cas sur les réseaux sociaux, pour pouvoir faire un certain nombre de constats. Fort de ce constat, nous avons adressé une dizaine de mises en demeure pour que la loi soit respectée, purement et simplement permettre au minimum 3 mètres sur le littoral où, d'une part, librement que la population puisse accéder, mais aussi, évidemment, librement se baigner, quel que soit l'endroit où la personne souhaite. Bon, maintenant, nous allons veiller à ce que cette mise en demeure soit suivie, d'autant plus que nous allons aussi alerter le préfet par un courrier par rapport à ce rapport et par rapport à ces différentes mises en demeure. Et si nous devons employer effectivement les moyens que nous confère la loi au niveau de la police, et pourquoi pas être accompagné par la gendarmerie, eh bien nous le ferons parce que tout simplement, je dis et je le répète, c'est la loi qu'il faut faire respecter, le libre accès sur le littoral. L'enquête est terminée, monsieur le maire? L'enquête, oui, est terminée. Maintenant, il faut le suivi. Il y a des mises en demeure qui ont été adressées. Oui. Et j'ai adressé aussi ce rapport à monsieur le préfet et en copie à monsieur le sous-préfet. J'ai adressé aussi les copies des mises en demeure. Donc maintenant, c'est une affaire à suivre. Et comme je dis, à faire respecter la loi purement et simplement pour tout un chacun. Oui. Alors, Camille Pélage, comment intervient l'agence des 50 pas dans le domaine dans le domaine urbanisé? Comment est-ce que vous avez une attitude répressive aussi quelquefois? Non, en fait, contrairement au conservatoire du littoral qui a quand même des agents habilités et qui vont... L'agence des 50 pas géométriques s'appuie sur la police de l'urbanisme, donc oui. Le maire. En fait, nous sommes vraiment dans une zone où c'est un dialogue permanent avec le maire et nous ne faisons que de l'instruction. La décision est une décision préfectorale. Oui. L'agence ne prend pas de décision. Ah, vous ne prenez pas de décision, vous instruisez simplement les dossiers. On ne fait que de l'instruction. Oui. On est là, en fait, on est saisi par des citoyens qui veulent régulariser leur situation dans cette bande urbanisée. Le dossier, s'ils ont construit avant 1995, ils peuvent légitimement demander donc la pleine propriété de leur terrain d'habitation. Mais ils doivent d'abord passer par la case 50 pas? Est-ce qu'on passe... Oui, bien sûr. Puisque la régularisation, c'est chez vous? Oui, la régularisation, donc c'est nous qui regardons ces dossiers-là et il y a une commise, maintenant c'est le conseil d'administration, qui donne un avis au préfet. Oui. Le préfet, libre au préfet de nous suivre ou de ne pas nous suivre. Mais dans le conseil d'administration de l'agence 50 pas géométriques, vous avez des collectivités, des représentants de communes, vous avez donc représentants de l'État, de la région et du département, vous avez les représentants donc des services de l'État tels que l'ADA, la DRFIP, etc. Donc c'est vraiment collégial. Et collégialement, nous allons étudier les cas au regard des textes de loi. Oui. Parce que si vous avez construit après 1995, aujourd'hui, il y a un blocage, vous ne pouvez pas être régularisé.
C'est une vraie question. Même si vous avez un titre de... Non. Si vous avez un titre de propriété, vous avez construit légalement. Oui. Mais si vous n'avez pas de titre de propriété, vous êtes sous le domaine public de l'État, donc dans cette zone qui n'a pas été vendue mais qui est occupée, là, on va étudier votre cas. Mais si vous avez construit avant 95, vous avez des chances d'être régularisé. Si vous avez construit après 95, aujourd'hui, la loi, donc les lois sur lesquelles on s'appuie, notamment celle de 96, qui institue l'agence 50 pas géométrique, et même celle de 2010, dit clairement qu'on ne peut pas régulariser dans cette zone-là. Et je veux même vous dire pire, il y a quelque chose qui vient, on vient de discuter de ça en aparté, c'est les menaces graves pour les vies humaines. Voilà ce qui va être le vrai dossier à venir. Et ça, je le dis d'ailleurs en présence de maire, ça va être le vrai dossier à venir. Parce qu'avec la connaissance que nous avons des risques naturels, l'érosion de traits de côte, les submersions marines, etc., la loi... tsunami aussi. Oui, donc la loi a introduit de façon un peu... mais bon, pas anodine, mais en tout cas, personne n'a vraiment prêté attention à cela. Mais depuis 2015, il existe cette notion qui est rentrée dans la DOM, c'est les menaces graves pour les vies humaines. Là, il y a du pénal. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas que telle ou telle maison allait s'effondrer, mais c'est une menace grave et prévisible. Oui. Ça veut dire que là, les maires vont devoir agir, bien sûr avec le préfet, parce que c'est eux deux qui ont un pouvoir égalien, parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un soumis à un risque majeur. Et là, je peux vous dire que les premières études que nous avons faites dans des zones conservatoires, dans des zones concernées, sous Capesterre, notamment sous Capesterre, Bélo, sur Petit-Bourg, aussi, mais il n'y a pas que, parce que je peux vous dire que je ne veux pas faire un vent de panique en Guadeloupe, mais c'est une vraie question, parce que là, il y a menace pour les vies humaines. Oui. Qu'est-ce qui va se passer alors concrètement? Ah ben là, il y a l'obligation d'exproprier, de démolir ces constructions, de reloger les gens. Ce sont des enjeux majeurs. Rappelez-vous ce qui s'est passé en France dans des gens qui avaient construit dans les rivières, où on a été chercher un préfet à la retraite pour l'interroger, voire même pour l'enfermer. Je veux dire, on est dans ce type de problématique. Alors ces zones-là, si elles sont déclassées, elles vont entrer dans votre patrimoine au conservatoire ou bien seront... C'est toute la question. Oui. C'est une question, voilà. C'est toute la question. C'est une analyse à faire, je pense, de façon assez détaillée, assez fine, pour voir effectivement si l'enjeu écologique est important et s'il est nécessaire de les intégrer. Alors je pense qu'il y en aura pour certaines, oui, d'autres peut-être pas, à voir. Ça sera vraiment un travail technique à faire. La question se pose sur les bords des rivières aussi, j'imagine. La question se pose partout où il y a menace prévisible, menace grave prévisible pour les vies humaines. Oui. Ça veut dire que là, si vous avez une faille, mais parce qu'en fait aujourd'hui, mais la prévision c'est à court terme, c'est vraiment des choses que le BHGM est en train de... C'est vivant, ce dossier-là est vivant, puisqu'il va falloir définir toutes ces zones-là. Ça va faire l'objet de vraies études, c'est pas comme ça où on va décider, où le maire va décider, où le préfet va décider. C'est vraiment avec des données scientifiques qui sont éprouvées pour dire, voilà, là, tel ou tel, mais c'est à la construction près. Vous pouvez, être une menace grave et à 100 mètres, votre voisin n'est pas une menace grave. Je veux dire que c'est quelque chose encore qui va créer beaucoup de confusion, beaucoup de polémiques. Parce que j'allais poser la question à Christian, parce que dans la région des Grands Fonds, il y a des endroits qui sont des zones très inondables. Qu'est-ce qui va se passer dans ces régions-là, qui sont à la fois... Je ne sais pas si elles sont concernées par le littoral, parce que ce n'est pas le littoral, c'est dans les Grands Fonds. Et quand on passe, on voit les vallées, ou en période, surtout dans la région des Abîmes aussi, mais de ce côté de chez vous, qu'est-ce qui va se passer pour ces régions-là? Alors, très rapidement, il y a le PAPI. C'est justement ce qui s'était passé sur les Abîmes. Le PAPI, à l'initiative de la ville des Abîmes, c'est le plan d'aménagement de prévention des inondations, si je ne m'abuse, qui est constitué avec plusieurs communes, Gosier, le Moule, Gosier, Pointe-à-Pitre, le Moule, Sainte-Anne, et Moronalo. Oui. Et donc, il y a toute une démarche qui est prévue pour pouvoir réaliser des ouvrages et pour prévenir justement ces inondations.
Voilà. Et donc, il y a vraiment déjà un dispositif qui est mis en place qui s'appelle donc le PAPI pour prévenir les inondations avec effectivement des ouvrages qui seront construits et notamment sur les bassins versants parce qu'en réalité, l'eau sort des grands fonds dans les hauteurs mais arrive dans les bassins versants sur Mornalo, sur les Abîmes, sur Pointe-à-Pitre ou sur le Gosier. Et donc il y a un dispositif qui s'appelle le PAPI qui va s'occuper de ça. Mais ce que je vais dire, c'est que, et contrairement à par rapport à ce que disait effectivement le collègue Pélage, c'est que le problème se complexifie d'autant plus avec l'érosion du trait de côte. Et effectivement, il a parlé d'approche scientifique. Il faut savoir tout simplement que il y a effectivement un consortium d'universités, de l'université Antilles-Guyane, ainsi que l'université de Montpellier, avec le BRGM, avec Météo France, qui font une étude scientifique menée par le professeur Zaïbo de l'université des Antilles, et pour pouvoir étudier ce phénomène sur l'ensemble du trait de côte, sur toute la Guadeloupe. C'est vrai que la ville de Sainte-Anne est un peu un site pilote, notamment pour le rendu de ces travaux. Et donc, aujourd'hui, on est obligé d'aller vers cette démarche. Et c'est ce qui, effectivement, rend tout simplement difficile, d'ailleurs, effectivement, l'accès. Si vous revenez peut-être 30 ans, 50 ans en arrière, eh bien, oui, vous avez un accès très facile du littoral, mais avec l'érosion. Donc, à ce moment-là, il y a effectivement les zones publiques, la partie publique, donc, avec ce consortium. Maintenant, il va falloir aussi se pencher sur les propriétés privées. C'est-à-dire, maintenant, comment faire pour que, justement, les propriétés privées qui arrivent, même si, effectivement, il faut respecter la loi, au moins minimum des 3 mètres, mais comment faire pour pouvoir aller vers cette érosion? Alors, c'est vrai qu'en général, la direction de la mer, assez systématiquement, refuse les enrochements. Mais parfois, vous avez des enrochements qui permettent effectivement de retarder l'érosion, de préserver, étant entendu, mais évidemment, ces enrochements doivent quand même automatiquement laisser le passage. Donc, je pense qu'il y a une réflexion qu'il faut mener là-dessus, à cet effet, et notamment, je dis, sur les propriétés privées qui vont à la lame battante. Eh bien, il y a une réflexion qui doit être menée pour savoir comment préserver le littoral, parce qu'effectivement, peut-être dans 50 ans, vous avez des gens qui sont propriétaires, mais qui n'auront plus de propriété. Parce qu'inévitablement, vous avez une érosion qui est naturelle. Ajoutez à cela au phénomène de gaz carbonique, je veux dire, le réchauffement climatique. Et donc nous avons une réflexion vraiment à mener encore plus sur la partie, tout ce qui est public. Il y a déjà une étude qui est menée. Et sur les parties privées, je pense que là aussi, il va falloir... parce qu'il y a la direction de la mer. Donc la direction de la mer aura aussi à intervenir. Parce que vous avez vu tout à l'heure, dans le reportage, quelqu'un a mis une barrière. Tout à fait. Mais c'est... En fait, c'est soi-disant pour empêcher que les sargasses arrivent, parce qu'il y a le phénomène aussi des sargasses maintenant qui joue un rôle, qui est un phénomène nouveau qui arrive et dont on n'a pas encore toutes les données scientifiques, on n'a pas encore toutes les causes, voilà. Et donc, vous voyez très bien que ça, c'est pas simplement une problématique du littoral pur et simple, mais il y a aussi la mer. Et lorsque vous... alors c'est tout à fait normal, lorsque vous intervenez au niveau de la mer, là, c'est une autre affaire. C'est là où, effectivement, que la direction de la mer doit intervenir. Parce que là, vous touchez à la faune marine, à la flore marine. Donc, vraiment, il y a un vrai travail de mutualisation. Donc, ça va aller au-delà même de l'étude de l'érosion du trait de côte. Avant de terminer, on va rapidement revenir sur ce qu'on appelait le mur de la honte, puisqu'il a été détruit. Madame Bourrel-Incertain a pris cette initiative. On regarde un peu rapidement ce reportage et puis juste un petit commentaire, puis on va terminer là. Je rappelle quand même, ce débat n'était pas un débat à couteau tiré, c'était au contraire un exercice d'explication. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses encore à définir. Je me demande s'il ne faudra pas en faire une suite. De toute façon, on regarde ce débat et puis ce petit reportage et on revient vers vous pour terminer. Quand je suis arrivé, et je l'ai dit, il y avait un problème de sécurité. Premièrement, ce n'est pas la sécurité. Ici, la résidence départementale, c'est la propriété des Guadeloupéens. Dedans, il y a des employés, des agents qui y travaillent jour et nuit. Donc, j'ai constaté en 2016 que des gens allaient en bas, tout à fait en bas, parce que je ne suis jamais encore allé, allaient en bas, et comme ils remontaient trop tard, ils remontaient et exigeaient que les agents leur ouvrent la porte. Ça aurait pu aussi être une catastrophe. Donc, pour mettre en sécurité, j'ai fermé
Provisoirement, et je le répète, vous savez très bien que lorsqu'on doit faire intervenir l'État, les propriétaires privés, j'ai fait des relevés topographiques qui sont en cours d'ailleurs, les géomètres sont venus, et à partir de ce moment-là, on délimite et on rouvre, mais tout en se disant, on a mis en sécurité et le bâtiment, ça c'est secondaire, mais les agents. Donc c'est en cours. Malheureusement, il y a eu des événements de lance des rochers, et je crois que c'est arrivé de la part de quelqu'un qui s'est senti frustré de ne pas pouvoir, d'un individu, je le dis, de ne pas pouvoir descendre là-bas. Parce que le Guadeloupéen, il ne va pas aller en bas. Mais c'est vrai que le littoral doit être accessible à tous et à tout moment. Au vu des difficultés du moment en Guadeloupe, et pour éviter que politiquement, parce que c'était aussi ça, une sorte de récupération médiatique et politique, j'ai décidé de réouvrir en mettant en sécurité les agents, parce que pour éviter qu'il y ait l'accès intempestif comme on l'a connu à 22h ou à 23h, après qu'on ait fait la fête en bas. Donc, je vais réouvrir vendredi, et puis on verra bien comment ça va se passer. Les gens iront... À aucun moment, il n'y a pas de plage privée. Un tour de table rapide pour terminer, un commentaire sur ce que vous venez de voir. Oui, bon, je crois que... Vous avez raison. Oui, alors, moi j'ai cru comprendre effectivement qu'il y avait des problèmes de sécurité et il y avait de beaux meubles qui existaient à la résidence départementale qui ont été dérobés. Oui. Parce que justement, il y avait cet accès. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là que la présidente parlait. Mais ce que je voulais dire, c'est effectivement, il faut vraiment aussi qu'on parle de l'érosion du trait de côté. Je pense que peut-être qu'une émission serait très intéressante avec des scientifiques voilà, et qui pose forcément, c'est un phénomène naturel qui joue sur la nature, mais qui inévitablement a des conséquences sociales. Et on le voit, on l'a vu et on le voit. Oui. Madame Adouvert. Oui, je partage le point de vue de Monsieur le maire. Je pense que l'érosion du littoral est un vrai sujet. Le Conservatoire du littoral mène une politique sur cette réflexion. Je pense qu'il faut rappeler quand même l'importance de l'outil foncier aussi, parce vous avez dit tout à l'heure, vous avez effectivement parlé de terrains, comment dire, qui gèrent, enfin qui vivent de plus en plus de problèmes d'érosion et avec des habitations dessus et des problèmes de sécurité des personnes. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que le conservatoire aussi, c'est un outil foncier qui peut être mis à disposition pour acquérir justement ce type d'espace pour préserver en fait ces populations et préserver des pressions urbaines. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de pouvoir justement progressivement se constituer une réserve foncière pour justement mettre en sécurité ces populations. Merci. Camille Pélage, visiblement, le gros des problèmes est à venir pour vous. À l'agence. Je me dis en fait trois choses que je mettais les Guadeloupéens en Guadeloupe. La première des choses, il n'y a pas de plage privée. Oui. 2, donc on peut circuler tout le long du littoral dans cette bande de 3 à 5 mètres le long, sauf quand la maison privée est à moins de 15 mètres. Donc de ce cas-là, vous contournez les propriétés privées, ça c'est important. Et la troisième des choses, pour ceux qui sont dans les zones urbanisées, l'agence, effectivement, est interlocuteur pour ceux qui veulent régulariser leur situation. Et c'est vrai, quatrième point, mais point de vigilance, mais ça, je pense qu'il faudrait toute une émission pour en parler. On la fera. Les nouveaux risques auxquels sont soumis les Guadeloupéens, notamment l'érosion, non pas de l'érosion, mais aussi autre chose. Oui. Mais les nouveaux risques, et aujourd'hui, pour lesquels il va falloir trouver des solutions. Mais ça, il faut vraiment que les maires, le préfet, enfin, que tous ceux qui sont... aussi. Et les scientifiques soient autour de la table, parce que c'est les vraies questions. Et malheureusement, ça nous échappe. Merci, madame, merci, messieurs, d'être venus participer à ce débat. Il est 13h58.